La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de la ruée vers l'or. Et pour cette occasion, je reçois Mme Ghislaine Gervais de la Société de généalogie. Mme Gervais, bonjour. Bonjour, M. Tanguay. Commençons par situer l'endroit où s'est passée l'action. Oui, alors, je vais prendre mon petit tableau. Alors, Mare Adsque ad Mare, la devise du Canada, d'un océan à l'autre, elle porte bien son nom. Et le territoire du Yukon se situe dans l'ouest du Canada, au nord de la Colombie-Britannique, à l'est de l'Alaska, ensuite à l'ouest des territoires du Nord-Ouest, et au nord, nous retrouvons la mer de Beaufort ainsi que l'océan Arctique. Alors, la capitale du territoire du Yukon, c'est Whitehorse. Le peuple, c'est les Esquimaux. Et la température glaciale, pour ne pas dire polaire. D'ailleurs, il y a une légende qui dit, et je vous cite, « Il suffit de boire une fois l'eau du Yukon pour être envoûté et y rester. » Dans le cas de milliers de mineurs, ça s'est avéré vrai, ils en sont morts là. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, le Klondike, c'est situé à l'ouest du territoire du Yukon, puis il était difficile d'accès parce que c'est caché derrière une série de montagnes aux neiges éternelles. Alors, la rivière du Yukon mesure 180 km de long et c'était dans ses affluents qu'on trouvait de l'or, pas nécessairement dans la rivière elle-même. Alors voilà pour la situation géographique, là. Si on parlait maintenant du voyage que le chercheur devait parcourir pour se rendre prospecter, on voit que c'est loin, là. Très loin. Alors, nous partons de Thetford. Vous et moi, vous m'accompagnez. Oui. Et là, nous prenons le Québec Central Railway pour s'en aller à Québec. Rendu à Québec, nous prenons un deuxième train, c'est le Canadien national, pour se rendre à Montréal. Rendu à Montréal, nous prenons un troisième train, le Canadien Pacific Railway, pour se rendre à 4675 km à Vancouver. Et là, nous débarquons du train et il faut réserver son passage sur un navire parce que à partir de la Colombie-Britannique, il n'y avait pas de chemin pour se rendre au territoire du Yukon. Donc, on est obligé de passer par l'océan Pacifique. Alors, on se repose, on attend 2-3 jours, et là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent, puis il n'y a pas beaucoup d'embarcations, là vient notre tour. Alors là, on embarque, et on part de la baie de Vancouver, et là, on traverse le détroit de la Reine-Charlotte. Ensuite, il y a le Dixon Entrance, puis l'île du Prince de Galles, ensuite les îles Sitka, et là, on arrive au port de Wrangell. Et là, tout le monde débarque. Et là, pour la première fois, le chercheur d'or a un choix. Alors, où il prend Telegraph Creek, qui est une piste de 430 km à pied dans le bois, mais qui était facile à faire et qui est très peu dispendieuse. Ou les plus riches vont changer simplement de bateau. Ils vont prendre un steamer qui, lui, va longer les cours d'eau pour s'y rendre. Alors, vous et moi, on est riches. Donc, on paie notre passage sur un steamer. C'est pas très, très fatigant. Et puis, on a les moyens, n'est-ce pas? Oui. Alors, le bateau part. Comme je vous dis, il suit les cours d'eau. Et là, nous arrivons au port de Juneau. Rendu au port de Juneau, deuxième choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on passe? Alors là, on a encore deux choix. On a la piste de Skagway, qui veut dire Maison du vent polaire, ou la piste de Dye, D-Y-E-A. Alors, disons que nous, on est riches, hein? Oui. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la piste de Skagway. Alors, pour prendre cette piste-là, il faut prendre un autre bateau et faire un petit bout. Et puis là, on fait après ça une piste sur terre qu'on appelle. Alors, le premier bout,
ça va assez bien. C'est sur terrain accidenté, mais ça se fait très bien. Et là, notre problème, c'est que nous avons pour 2000 tonnes d'équipement, de nourriture et tout. Un homme ne peut transporter plus que 30 kg sur son dos. Ou bien il fait l'aller-retour au pied de la montagne plusieurs fois, ou il se fait des amis, alors 3-4 hommes ensemble. Alors, ils montent un premier chargement. Il y en a un qui reste pour surveiller, pour ne pas se faire voler. Et puis là, les 3 autres descendent, vont chercher, ils font l'aller-retour comme ça. Puis le gars qui surveille, c'est toujours un différent pour que tout le monde puisse se reposer. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que nous, on est riches, on loue des chevaux plus des packers. Alors, les chevaux, on va pouvoir mettre tout notre équipement sur le cheval. Et le packers, lui, c'est un homme qui est spécialisé dans le transport des marchandises. Autrement dit, lui, il va s'occuper de transporter tout notre matériel. Il va s'occuper d'avoir soin de nos chevaux. Et puis, lui, il connaît la piste par cœur parce qu'il ne fait ça qu'à l'année. Alors, nous, on va louer notre gars, on va louer nos chevaux. Et là, on part. Alors, au début, ça va bien. Mais là, le problème commence au mont Deville, le mont du démon. Il porte bien son nom, ou le mont du diable. Là, la piste, elle se réduit en un petit sentier. Alors, il faut faire la queue leu-leu. Alors, naturellement, c'est le Packers qui passe le premier avec les chevaux et vous suivez avec votre enarchement. Et puis là, il faut essayer de vous imaginer là, qu'à côté de vous, là, c'est la falaise. Là. Il y a des kilomètres de falaise jusqu'en bas. Et on vous dit de ne pas essayer d'aller là. Et la piste, elle a 430 km. Oh. Alors, avec le cheval et tout. Et là, il faut dire aussi qu'il y a des rafales de vent. Plus que vous montez, parce que c'est la montagne que vous montez, plus que vous montez, plus qu'il y a des rafales de vent. La température n'est pas toujours belle. Parfois, il y a des tempêtes. Alors, les gens qui montent là, c'est pas tout le monde qui va arriver en haut. Alors, qu'est-ce qu'on y rencontre aussi? C'est que des gens qui se font blesser, ils se font des entorses, ils se fracturent un poignet, une jambe parce qu'ils ont tombé puis ils ont essayé de se retenir. Alors, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? T'sais, personne ne veut les redescendre parce qu'ils ont déjà atteint. Alors, ils se mettent sur le côté, puis là, ils attendent de l'aide. Puis, il y a aussi les chevaux. Imaginez les chevaux. Alors, plusieurs, des fois, ils sont lourdement chargés. Alors, les chevaux font un faux mouvement, tombent dans la falaise. Juste pour le mois de juin 1898, il y a eu 3000 chevaux de morts comme ça, juste par accident. Ensuite, il faut dire que les chevaux étaient lourdement chargés. Ils travaillaient jusqu'à 20 heures par jour. Donc, le cheval meurt d'épuisement. Oui. Le troisième facteur, c'est que le cheval, quand il monte, il y a des roches acérées, ils fendent leurs sabots. Là, les microbes rentrent là-dedans, l'infection. À un moment donné, le cheval n'est plus capable de marcher et ils abattent les bêtes. Et là, pour les humains, c'est la même chose. Les humains, bien, ils mangent très mal. Tu sais, quand on est à la queue leu-leu pendant des kilomètres et des kilomètres, on n'arrête pas pour ouvrir, mettre son petit poêle, se faire chauffer. Non, tu sais, on mange des choses secs, comme des fruits ou de la viande séchée. Et il y avait aussi des gens qui étaient le long de cette route-là, qui récupéraient les carcasses des chevaux, des ânes, peu importe l'animal mort. Ils découpaient, ils faisaient un bon petit bouillon avec ça, puis ils vendaient ça aux gens. Alors, eux autres, ils étaient tout heureux de manger quelque chose de chaud en montant dans la montagne. Sauf que ces gens-là, beaucoup ont été empoisonnés parce que c'était de la viande avariée. Beaucoup aussi avaient le scorbut. Parce qu'on ne commence pas à monter des pommes puis des oranges, puis en haut, c'est trop lourd, ça prend trop de place. Donc, on a eu beaucoup de cas de scorbut. Il y a aussi l'hypothermie. Alors, les gens qui n'étaient pas assez bien habillés, avec, si vous pensez, au refroidissement éolien, et puis à la fatigue, parce que c'est jour et nuit, là. Vous n'arrêtez pas dans une auberge pour vous coucher, là. C'est jour et nuit, il faut marcher, il faut avancer, sinon on vous tasse de côté, puis il y en a qui prennent votre place et qui continuent. Alors, beaucoup de gens ont eu des gros problèmes avec l'hypothermie. Et puis, les gens aussi, ils se délaissaient de leurs choses. Parce qu'à un moment donné, quand tu portes ce poids-là sur tes épaules, bien là, tu réfléchis.
Tu dis, ben si je gardais juste une pelle au lieu de 3, ou si je gardais juste ma tente ou moins de couverture. Alors, tout le long du sentier, vous allez avoir des amas d'objets hétéroclites que les chercheurs se délaissent pour que ça soit plus léger, pour transporter ça jusqu'en haut. Mais nous, on est chanceux avec nos chevaux, qui en passant ne sont pas morts, et notre Packers, qui est merveilleux. Nous avons atteint le haut de la montagne. Alors, elle s'appelle la White Pass, la passe blanche. Et là, c'est 150 mètres de large et c'est le vent polaire qui passe au-dessus de la montagne. Et qu'est-ce qui nous attend en haut quand on est tout heureux, quand le monsieur nous dit « Vous êtes arrivé en haut », la Gendarmerie royale du Canada. Alors, eux autres ont un petit camp. Là. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vérifier l'identité de chaque personne, puis ils vont vérifier aussi que chaque homme qui se rend au Yukon a tout le nécessaire pour survivre pendant 1 an. Alors ça, c'est des tonnes de nourriture, une tente, ensuite des couvertures, des habits chauds. Les outils sont extrêmement lourds. Ensuite, vous avez le petit poêle, le fanal, ajouter à ça la boisson, tout ce que le tabac et tout. Et si vous n'aviez pas, conformément à ce qui a été demandé, eh bien, vous redescendiez. Et puis, il y avait aussi des droits de douane. Mais comme nous, on est Québécois, on n'a pas besoin. Alors, ça, c'était rendu en haut, le beau comité d'accueil. Alors, après ça, il y a un sentier de 75 km pour redescendre. Mais là, notre Packers, là, il nous dit « Ça m'a fait plaisir de vous connaître », puis lui, il redescend en bas, parce que lui, il fait juste la montée. C'est un spécialiste dans la montée. Qu'est-ce qu'on fait, là? On a beau avoir les chevaux, mais là, il repart avec les chevaux. Parce que la deuxième partie, là, en descendant, les chevaux n'y vont pas. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, en haut, il y a des Packers spécialisés dans la descente. Sauf qu'eux autres, ils vont peser tout ce que vous avez et ils vont augmenter de 1 $ leur prix. Parce que c'est beaucoup plus dangereux de descendre la montagne que de la monter. Alors, pour les risques, eux autres, ils chargent 1 $ supplémentaire. Alors, si on a 2000 livres de matériel, ça nous coûte 2000 $. Mais nous, on n'a pas de problème, on est riches. Alors, on prend notre nouveau Packers et puis là, on en prend plusieurs parce que ce que les chevaux transportaient, maintenant, c'est les hommes qui les transportent. Alors, 30 kg, 2000 livres, là, tu sais, ça en prend plusieurs hommes. Mais on est bien riches. On loue tout ça, tous ces services-là, on loue tout ça. Et doucement, nous redescendons la montagne. Et là, on arrive au lac Bennett. Alors, le lac Bennett, c'est un lac, disons, avec un emplacement où c'est seulement des tentes blanches, des chercheurs. Et là, tout le monde arrête là pour une halte. Parce que là, vraiment, là, c'est très difficile ce qu'on a fait. Ça a pris des jours et des jours et des jours et des nuits aussi. Alors, les gens vont se reposer. Ils vont monter leur tente. Ceux qui n'en ont pas, bien, il y a des messieurs qui sont là, qui ont des tentes de monter à l'avance. Puis là, vous payez pour vous abriter du froid. Il y a des messieurs qui sont là pour faire les feux. Vous payez encore pour avoir accès au feu. Il y a des messieurs qui sont là pour faire à manger. Vous payez encore pour faire à manger. Et même, les messieurs ont construit des tablettes de bois. Et vous payez pour déposer tout votre équipement sur les tablettes de bois. Puis là, les tentes sont collées, là, une à côté de l'autre. Parce que dans la piste de Skyway, là, il y a 30 000 hommes qui ont passé là. Alors, ça en fait des gens. Alors là, on se repose, on guérit nos blessures, si on a été blessé, puis on essaie de se refaire une santé. Bon, ça, c'était pour la première piste. Là, on redescend en bas et on prend la deuxième piste. La piste de Dye. Alors, la piste de Dye, elle était 1000 pieds plus haute que la première. Et puis, la montagne était... Ça, c'est un angle de 90 degrés. Alors, faites-le à 45 degrés, la montagne, là, la piste montait comme ça. Et aucun animal, parce que les marches étaient taillées dans la glace. Il y avait 1500 marches pour atteindre le sommet. Et le long des marches, on avait mis un gros câble pour que la personne puisse se tenir pour grimper les 1500 marches. Et cet escalier-là, on l'appelait l'escalier d'or. Tandis que l'autre, dans notre premier, on l'appelait la piste du cheval mort. Alors, c'était différent un peu. Et puis, c'était la même chose. La gendarmerie était
à l'autre. L'autre, c'était la passe de Chilkoot. Alors là aussi, la gendarmerie était là. Elle attendait, elle enregistrait, puis elle faisait les mêmes fonctions. Et pour redescendre, bien, la montagne étant 1000 pieds plus haute, quand tu redescends, elle est encore 1000 pieds plus bas pour atteindre le fond. Alors là aussi, c'était très dangereux. Et il fallait vraiment, parce que c'est sur la glace, hein, c'est pas long que les 2 pieds partent, et puis où on se retrouve, on ne le sait pas trop. Puis parfois, on peut en amener plusieurs. Et en juin 1898, il y a eu une avalanche qui a emporté 100 hommes et 55 attirails de mineurs, parce qu'ils se trouvaient au niveau de la passe, là, où est-ce que le secteur des avalanches. Alors, c'était très, très, très dangereux. Et là, on n'est pas rendu. Alors, les 2 groupes là, se retrouvent au lac Bennett. Alors, ils ont repris des forces, tout ça. Mais là, il faut se construire une embarcation. Parce que le long de la piste, là, on pouvait utiliser des chèvres, des moutons, on pouvait utiliser des rennes, des chevals, des ânes, tout ça. Mais là, ça va être de l'eau, ça ne sera plus du bois. Donc, il faut se faire une embarcation. Fait que toi et moi, on n'a pas emporté d'embarcation, n'est-ce pas? Alors là, on va louer des packers qui vont nous fabriquer une embarcation parce qu'on est riches. Alors, puis ce qu'on leur demande, c'est d'en faire un double. Parce qu'on n'est pas fou. Pour que ça nous coûte moins cher, on va se mettre 2 gangs ensemble avec toute notre attirail. Alors, ils nous font un très grand radeau. Et là, le temps passe. Et si c'est trop tard à l'automne, eh bien là, faut rester sur place et attendre au printemps. Parce que l'hiver, c'est beaucoup trop dangereux. Il n'y a personne qui va partir du lac. Alors là, nous, on part. Et puis là, ça va bien, on est encouragé, ça va rapide, là, on est dans le sens. Mais là, imagine-toi qu'à un moment donné, on frappe les rapides des 5 doigts, les five fingers. Et là, c'est 2 grandes parois rocheuses avec des pics. Et toi, là, faut que tu diriges l'embarcation là-dedans. Alors, juste en mai 98, il y a 700 embarcations qui ont été détruites. Alors, c'était très, très, très dangereux. Et puis là, nous, on a survécu, on avait des bons gars, ils ont payé, hein, comme il faut. Et là, on arrive au lac, à un autre lac, le lac Marsh. Lui, il y a 2 jours à faire dessus, mais il est plutôt tranquille. Fait que ça va bien, ça va assez bien. Là, on est encouragés. Hey, on a fait ci, on a fait ça. Depuis le départ de Thetford, on a fait des choses, hein, les mois ont passé et tout ça. Et là, on frappe d'autres rapides. Et des rapides qui sont très dangereux, catégorie 5 et plus. Là. Et là, c'est encore la même histoire. Parfois, on perd des hommes qui se noient naturellement parce que l'eau est glacée. Là, on est au nord. Parfois aussi, on perd notre tente, nos vêtements, de la nourriture si c'est pas bien harnaché sur le radeau. Alors là c'est le moment crucial où beaucoup de gens perdent la vie ou perdent ce qu'ils possédaient. Et là, par la suite, on a passé à travers de ça. On est tous heureux. On frappe encore un autre lac. Et là, on se demande combien de lacs je vais passer avant d'arriver à destination. Eh bien, ça, là, ça se répète. Vous en avez d'innombrables lacs. Il y en a qui sont très grands, que ça prend 1 ou 2 journées à traverser. Puis il y en a qui sont plus courts, qu'on peut les traverser pendant la journée. Et là, le soir, on ne peut pas accoster. C'est des falaises chaque bord. Fait qu'est-ce qu'on faisait? C'est que notre Packers, lui, il avait repéré des roches qui étaient assez pointues où il pouvait lancer une espèce de corde puis l'attacher autour. Et là, parce que, vous savez, à bras d'homme, là, diriger l'embarcation, ces gars-là venaient les bras morts. Et c'est pas nous, ni toi, ni moi, qui savons conduire ça. On prendra pas la chance. Alors, vraiment, là, ils pouvaient se reposer, pas une nuit de temps, ils se reposaient 10, 15 minutes, puis là, ils faisaient un autre bout. Et c'était très, très, très dangereux, parce que le chaland allait cogner sur la paroi, revenait, retournait. Et là, nous autres, on priait. Il faut passer à travers de ça. Et là, après tous ces temps-là, on met enfin le pied au Klondike. Ça se peut pas. On a passé au travers. Et là, rendu au Klondike, il faut que tu aies tout. Hein? Les choses que tu as perdues, il faut que tu les rachètes. Mais il n'y a pas de magasin général. Alors là, c'est des tractations qui se font entre individus. Tu as 2 pelles, tu veux-tu m'en vendre une, etc. Pour la nourriture aussi, tu as des biscuits secs, tu m'en vendre et tout ça. Parce qu'il faut refaire tout ce qu'on a besoin pour s'installer. Parce que là, tu es juste à la porte du club. Tu n'es pas rendu là, dedans.
Si on parlait maintenant, il y a eu 3 Canadiens qui ont été assassinés sur les bords du fleuve Yukon. Oui. 2 de ces 3 hommes sont originaires de la région. Oui. Alors, je vais vous les montrer. Alors, celui-là, c'est monsieur... Alors, Alphonse Constantin. Alors, lui, il venait de Saint-Eustache. Ensuite, j'ai monsieur Guy Baudouin. Lui, c'est un Beauceron. Et le dernier... mauvaise photo, mais c'est M. Léon Boutillette, et lui, il vient de East Broughton. Oh, t'es proche. Alors, ces 3 copains-là ont fait le voyage ensemble. Tout ce qu'on a fait, vous et moi, ils l'ont fait ensemble. Et puis, rendu à l'endroit où la police montée fait les vérifications et les enregistrements, où on doit se faire une embarcation. Oui. Alors, eux, il y avait un canot. Ils avaient loué un canot. Puis, pour que ça coûte moins cher, c'était une sorte de rabasca où on peut entrer 11 personnes dans le canot, plus de tout ce qui accompagne. Alors, la police montée a inscrit ces 5 hommes-là, et puis tout le numéro du canot. Et le soir, ils ont fait un petit bout de chemin. Le soir, ils se sont arrêtés à une île qu'aujourd'hui, on appelle l'île au meurtre, à cause de ça. Et puis, pendant la nuit, nos 2 lascars ont tué les 3 Québécois. Puis, ils ont pris des grosses roches, qui ont mis ça autour des corps, puis ils ont jeté ça dans la rivière, pensant que les roches amèneraient le corps au fond, puis qu'ils n'attendraient pas parler. Alors, ça, c'est fait. Eux autres, ils continuent leur voyage, puis ils laissent leur canot un petit peu avant Dawson. Mais là, la police provinciale, la police montée, elle les a, hein? Ça se dit d'une police à l'autre. Alors là, ils disent comment ça se fait? Il y avait 5 hommes dans ce navire-là, puis il en reste bien que 2. Ce qui sont passés, les 3 autres. Ah, on a chaviré, ils se sont noyés, on a perdu notre embarcation. Sur le coup, ça passe. Mais la police fait toujours une enquête parce qu'il faut qu'ils rendent des comptes. Et là, à un moment donné, 15 jours après, il y a un corps qui revient à la surface. Et dans les poches de ce monsieur-là, il y avait un paquet de clés. Et les clés, c'était marqué « Boutillette et fils, East Broughton ». Donc, c'était un des corps qui était remonté. Pourquoi il remontait à la surface? C'est parce que la roche qu'ils ont mis sur les corps avec la corde n'était pas attachée comme il faut. Donc, la roche a fini par se détacher et le corps a remonté. Alors là, on venait de retrouver un corps. À peu près 15 jours après, on a retrouvé un 2e corps, qui est celui de M. Guy Baudouin. Alors là, la police allait arrêter nos 2 lascars qui avaient dit qu'il y avait... Et puis là, ils ont fait une enquête en bonne et due forme. Et ça a pris tellement de temps entre toutes ces périodes-là qu'il y en a un qui avait réussi à retourner aux États-Unis. Alors, il avait pris le chemin du retour. Mais la police montée a fini par le récupérer. Ils l'ont ramené à Dawson. Et là, le procès commence. Et là, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais c'est un peu la fête, tu sais, dans un camp de mineurs où rien ne se passe. Assister à un procès, c'était une chose extraordinaire. Alors, le procès se fait. Alors, le juge, on attend le juge encore quelques semaines avant que le juge puisse se rendre sur place. Et puis là, on accuse les 2 hommes de meurtre. Alors là, les 2 hommes ont été trouvés coupables et ils ont été pendus l'un après l'autre, à 1 mois à peu près de différence. Et là, 1 an après, presque jour pour jour, on a retrouvé le 3e corps. Ah oui. Alors, c'est ça qui est le meurtre des 3 Québécois qui, trop gentils, se sont fiés... Oui. Au milieu du 19e siècle, on a trouvé de l'or en Beauce. Oui. Oui. Imaginez-vous donc, la recherche de l'or en Beauce, elle s'est passée de 1846 à 1887, sur une longue période. Alors, où? Dans une petite rivière, dans Beauceville, qu'on appelait la rivière Gilbert, il y a une petite puce de, je ne sais pas, 7-8 ans, qui s'amusait. Elle a trouvé une belle petite roche qui brillait. Elle a apporté ça, comme les enfants font des collections de roches. Et là, elle a montré ça à son père. Son père l'a fait examiner. C'est une pépite d'or. Mais, à cette époque-là, il faut savoir que c'est une seigneurie, Beauceville. Donc, le seigneur Charles Lévy a dit « Oh, petit gars, une minute, hein, c'est sur ma seigneurie. » Alors, il a écrit au gouvernement, puis là, il lui a demandé les droits miniers et, pour que personne d'autre n'aille là-dessus. Le gouvernement lui a accordé, mais il lui a dit qu'il va y avoir un droit régalien de 10 %.
Alors, chaque fois que vous allez trouver de l'or, il y a 10 de ce montant-là qui va revenir au gouvernement. Alors, la famille de Leary a dit oui, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus pour la recherche de l'or. Puis là, le monsieur de Leary, lui, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Alors lui, il a loué ses droits à la Chaudière Mining Company qui s'est installée sur les bords de la rivière. Il y a eu jusqu'à 250 hommes qui ont cherché là-dessus. Et pour vous donner une idée, juste pour l'année 1870, il y a eu plus de 700 licences d'accordées aux mineurs. Alors, il y en a eu du monde en Beauce qui ont été chercher de l'or. Puis l'or, ça varie. Hein? Quand c'est une forme de poudre qui s'étend, c'est un peu comme une veine d'amiante. On appelle ça un filon. Mais quand l'or s'agglutine, il forme des morceaux, là, comme une grosse morceau de gomme, là, si on peut dire, on appelle ça une pépite. Et il y avait la Gold Room, la chambre de l'or, où toutes les formes d'or arrivaient. Eux autres, ils lavaient l'or, ils la pesaient, puis ils la faisaient en lingots. Alors là, pour le lingot, toi, tu n'avais pas ça. Toi, tu étais payé en argent, puis tout de suite, ils t'enlevaient ton 10 pour les droits régaliens. OK, oui. Et puis là, en Beauce, il y a un monsieur, il s'appelle M. Morrison, il a trouvé une pépite pesant 65 onces et qui valait 1270 $. Ah oui. Et puis, on dit le rendement moyen à la Rivière-Gilbert, c'était de 2000 $ par semaine. Alors, c'était un moment très productif en or pour la Beauce. Puis, ça l'a été aussi pour la police. Parce qu'il n'y avait pas juste des Québécois, il y avait les Américains. Tu sais, à chaque fois qu'il y a de l'or à quelque part, tout le monde se rend là. Alors, la police, des détachements de policiers importants se rendaient pour essayer de faire la paix parmi tous ces mineurs-là. Alors, voilà pour l'or de la Beauce. Madame Gervais, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On aurait pu parler encore bien d'autres choses concernant l'or, le Klondike, puis les gens, il y a même des gens de la région qui sont rendus, on aurait pu en parler. Le temps file, là. Je vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission nous parler de cette aventure que plusieurs personnes de la région ont tenté. Certains sont venus bredouilles, d'autres sont venus un petit peu plus riches, mais probablement pas aussi riches qu'ils pensaient l'être là, quand ils sont partis pour le Klondike. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Une page d'histoire.